Amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 11e épisode de notre série sur le mercato des clubs de Ligue 1. Et aujourd'hui, on avait fait l'épisode sur le RC Lens et donc aujourd'hui, on se redirige vers le nord de la France pour parler d'un autre cadre de notre championnat et on va évoquer le mercato de Lille. On va d'abord revenir sur le bilan de la saison dernière avant d'analyser le mercato des Lillois et de voir leur objectif pour la saison. Alors le bilan de la saison dernière côté Lillois, on est sur une saison qui est plutôt frustrante, même si elle est quand même très intéressante, notamment dans le jeu. Et je dois le dire, Lille, lorsque j'ai regardé leur match, c'était vraiment l'une des équipes qui m'a le plus séduit par le jeu, parce que c'est vrai que Lille a proposé l'un des meilleurs jeux de notre championnat, peut-être avec le RC Lens, mais dans la vidéo sur Lens, je disais que Lens jouait quand même moins bien que sur les années précédentes, et l'OM. Et c'est vrai que l'OM aussi pratiquait un très beau football. Après, il y avait d'autres clubs aussi dans les places un peu plus inférieures qui pratiquaient un bon football, mais si on parle vraiment de nos gros clubs, de nos cadors, c'est vrai que Lille pratiquait le plus beau jeu devant l'OM, devant Lens, et c'est vrai que Paulo Fonseca a réussi à insuffler ses idées du côté du nord de la France, et il y a eu une saison vraiment très intéressante, notamment dans le jeu, et c'est vrai que Lille, il y a eu quelques résultats frustrants qui font que les Dogs ne finissent que 5e du championnat sur la dernière journée parce qu'ils sont accrochés par 3, alors que dans le même temps Rennes avait gagné son match et les deux équipes étaient un peu en concurrence, et que si Lille gagnait face à 3, Lille allait directement en Ligue Europa et finissait 4e. Malheureusement Lille a été accroché, ce qui a fait qu'ils ont donc fini 5e et qu'ils n'ont pas profité du fait que Rennes avait quand même après la Coupe du Monde connu un énorme coup d'arrêt, avait connu la blessure de Terrier, etc. Donc ils ont été très longtemps en concurrence avec Rennes et avec Monaco pour cette 4e place. Finalement ils finissent devant Monaco, mais ils finissent derrière Rennes parce que c'est très frustrant, parce que sur la dernière journée finalement si tu avais gagné tu aurais fini 4e et tu aurais joué l'Europa League, et j'aurais énormément aimé voir cette équipe de Lille en Europa League. Malheureusement ils vont devoir se contenter de la Conference League. C'est plutôt pas mal parce que quand on connaît le niveau de nos clubs français en Coupe d'Europe, on se dit que si Lille arrive à aller en demi-finale de Conference League comme l'a fait l'OM l'année dernière, et eh bien ça peut être très intéressant aussi. Donc j'ai hâte de les voir en Conference League également. On va revenir sur le mercato, mais je tenais à dire qu'il y a quand même des joueurs qui ont fait une grande saison et je m'y attendais pas du tout. Lucas Chevalier, j'en parlais dans ma vidéo sur les espoirs, il a vraiment fait une énorme saison et ça a été peut-être la révélation côté lillois. C'est lui qui a vraiment pris la succession de Mike Maignan, parce qu'on sait que Lille, il y a 2 ans, gagnait souvent ses matchs grâce à Mike Maignan, et bien cette année, Lille a souvent gagné ses matchs grâce à Lucas Chevalier. Cabella, qui a réussi à se relancer à Lille, une seconde jeunesse. C'est vrai que Cabella, c'est un joueur qui a connu pas mal de galères, hein. Il était du côté de Krasnodar avant, il y a eu la guerre en Ukraine, du coup il a été obligé de revenir, il est revenu du côté de Montpellier, là il a été transféré à Lille, beaucoup étaient sceptiques parce que c'est son énième club de Ligue 1, et on se demandait s'il allait se relancer. Finalement il a réussi à le faire. Il y a évidemment Jonathan David qui continue sur ses standards habituels, même s'il ne fait pas beaucoup parler de lui, il marque toujours sa 15e de but en Ligue 1 depuis qu'il est arrivé en France. André Gomez évidemment qui a fait une très grande saison dans le milieu de terrain, et puis après tu as les hommes un peu qui sont là depuis très longtemps. Bon, José Fonté qui a quitté le club, mais là aussi valeur sûre. Benjamin André qui est vraiment l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Donc on a vraiment eu une saison lilloise au niveau des individualités qui a été très intéressante. Même Jonathan Bamba par exemple, qui a été une grosse perte mais qui a encore fait une très belle saison. Donc voilà, on a un très beau collectif, très bien travaillé par Paulo Fonseca et son staff, et puis à côté tu as quand même aussi de très bons joueurs sur le plan individuel qui ont réussi à te faire gagner des matchs et à finir 5e. On va parler maintenant du mercato 2023-2024, et la moindre des choses qu'on peut dire sur Lille, c'est que ça travaille pas énormément. J'ai l'impression sur le mercato, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de recrues. Alors oui, ça travaille, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont annoncés du côté de Lille, il y a du travail qui est fait, mais ça se matérialise pas vraiment en recrues pour le moment. Paulo Fonseca a dit qu'il attendait encore 4 recrues, donc je pense que Lille va surtout s'activer sur le mois d'août, mais c'est vrai que le mois de juillet n'a pas été le mois des grosses arrivées. Tu as plutôt pioché sur 2 jeunes joueurs et sur des paris, on va en parler. Par exemple, Harald Haraldsson, joueur de 20 ans, un milieu offensif que tu vas chercher du côté de Copenhague, un jeune Islandais pour succéder à Jonathan Bamba qui est parti libre du côté du Celta Vigo. C'est quand même un sacré investissement, 15 millions d'euros sur un jeune joueur qui n'a connu pour l'instant que les championnats de l'Est, mais c'est quand même un bel investissement. Ça montre que tu arrives à investir quand même sur ce genre de jeunes joueurs-là. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce jeune-là. Je pense vraiment que ça peut être un des prospects de la saison du côté de Lille. Il y a Thiago Santos, un jeune arrière droit de 20
Valentin là aussi que tu es allé chercher du côté du Portugal. Je pense que Paulo Fonseca doit bien le connaître aussi parce qu'il est portugais. 6,5 millions, donc là aussi c'est un sacré investissement, surtout que tu as déjà Diakité sur le côté droit qui a porté satisfaction la saison dernière. Mais en tout cas, t'hésites pas à investir sur des jeunes joueurs qui ont 20 ans et que tu vas chercher dans des championnats mineurs. Bon, le Portugal c'est quand même un gros championnat, mais c'est vrai que le championnat danois par exemple c'est un championnat un peu plus mineur. Donc c'est très intéressant de voir que Lille va piocher du côté du Danemark, du côté du Portugal et qu'il n'hésite pas à investir de belles sommes sur ces joueurs-là dont on n'entend pas vraiment parler. Je veux dire, c'est des jeunes joueurs qui ont du talent, mais c'est pas de l'acabit de Pedri, Moussiala, Bellingham, tous ces joueurs-là qu'on peut voir à cet âge-là. Mais c'est vrai que c'est des investissements qui sont quand même plutôt pas mal pour un club comme Lille. Maintenant, attention à l'erreur de casting, mais je suis quand même plutôt optimiste et je vois un club qui travaille bien. Je disais que ça travaillait pas beaucoup, non, ça travaille beaucoup, mais ça se matérialise pas encore en recrues. Et les recrues qui sont arrivées, ça montre que tu as quand même pas mal travaillé. Samuel Umtiti, 29 ans, champion du monde, on ne le présente plus, qui arrive libre en provenance du FC Barcelone. Voilà, je trouve que c'est un très bon pari. Il a failli repartir du côté de Lyon, il y a dû y avoir un imbroglio qui a fait qu'il n'a pas pu s'engager du côté de la capitale des Gaules. Finalement, il vient du côté de Lille. Franchement, quand j'ai entendu que ce transfert s'était fait, j'étais vraiment très content parce que c'est un joueur de grande qualité qui revient dans notre championnat, qui est champion du monde, donc les Français le connaissent très bien, il sera très bien accueilli à Lille, il est vraiment dans un très bon contexte. J'avais été surpris qu'il s'engage à Lecce, je pensais qu'il allait revenir en France beaucoup plus tôt. Il a 29 ans, il est encore jeune, il peut amener son expérience, si son genou le laisse tranquille, je pense vraiment qu'il peut se relancer et pourquoi pas retrouver l'équipe de France, mais ça pour l'instant on n'en parle pas maintenant, on verra plus tard, mais je pense vraiment qu'il revient pour l'Euro. Je pense vraiment qu'il revient avec l'Euro en ligne de mire, il revient dans le championnat de France sous les yeux d'Didier Deschamps, donc je pense vraiment qu'il y a une volonté de sa part aussi en Coupe d'Europe, puisque Lille dispute une Coupe d'Europe, il y a une volonté de sa part de se montrer avant l'Euro, même si ça paraît quand même plutôt compliqué. Après, tu as des arrivées un peu plus mineures, comme Lisandro Olmeta, un jeune gardien que tu as pris du côté des U19 de Monaco, et puis tu as Aaron Malouda que tu as pris en N3 du côté de Rennes, ailier gauche, donc deux jeunes joueurs que tu prends libre, que tu piques à des adversaires directs, ça peut être aussi intéressant, donc ça montre que ça travaille aussi au niveau du recrutement des jeunes, même en France, pas qu'à l'international, aussi en France. Et puis tu as des retours de prêt, celui de Hakim Zedatka qui était prêté du côté d'Auxerre pour la deuxième partie de saison, et celui de Youssouf Yazici qui était prêté du côté de Trabzonspor. On verra si ces joueurs-là sont inclus dans le projet de Fonseca. Pour Zedatka, je ne pense pas. Pour Yazici, ça reste à voir parce qu'il va y avoir des départs du côté de l'attaque lilloise, donc il y a peut-être un coup à jouer pour le milieu offensif turc. Au niveau des départs maintenant, on va parler de Timothy Weah qui a été vendu à 11,30 millions d'euros du côté de la Juventus Turin et je trouve que c'est quand même une très belle affaire parce que j'ai pas l'impression que ce joueur-là se soit vraiment imposé à Lille. Il a montré de belles choses mais il s'est jamais vraiment imposé, donc 11 millions vendus du côté de la Juve, c'est vraiment pas mal, 23 ans, donc c'est bien, tu t'en es un peu débarrassé parce que je pense pas qu'on comptait sur lui et 11 millions ça fait quand même un beau chèque à réinvestir. Jonathan Bamba, c'est un peu la frustration parce qu'il est parti libre du côté du Celta Vigo, vu ce qu'il a fait sur les dernières saisons du côté de Lille, même ce qu'il avait fait avant à Saint-Etienne, j'aurais quand même aimé que Lille tire une belle somme de ce joueur-là, qu'il le vende peut-être en première ligue. Finalement, il part libre du côté de l'Espagne, alors que je pense que si tu l'avais prolongé, tu aurais vraiment pu le vendre en première ligue pour 10 millions, par exemple 15 millions. Donc c'est frustrant, mais c'est comme ça. André Gomez, fin de prêt, qui retourne à Everton, et là c'est vraiment une très grosse perte, et j'espère que le bord de Lillois va s'activer pour le faire revenir. Jonas Martin qui part libre du côté de Brest, et José Fonte qui part libre du côté de Braga. Merci José Fonte pour les travaux, parce que on peut parler quand même de José Fonte comme une légende lilloise parce qu'il a vraiment fait énormément de choses pour le club depuis qu'il est arrivé et vraiment il a toujours rendu de fiers services, un capitaine vraiment super, vraiment même un super joueur, un super défenseur. Je me rappelle qu'à l'Euro 2016 il avait été exceptionnel avec le Portugal, mais en tout cas voilà, José Fonte, je pense que ça va être une grosse perte pour Lille, mais l'arrivée d'Umtiti est là pour pallier ce départ qui est quand même très problématique, même si le défenseur central portugais avait quand même 39 ans et qu'il fallait évidemment s'en séparer. Au niveau des rumeurs maintenant, alors il y a le départ de Jonathan David, évidemment, il y a des questions qui se posent sur son avenir. Alors Jonathan David, il lui reste encore 2 ans de contrat, donc il va falloir rapidement le vendre si tu veux tirer une grosse somme. Il faut savoir que tu l'as quand même pris à 25 millions du côté de la Gantoise quand tu l'as acheté, donc forcément il y a une volonté des Lillois de faire monter le prix. Il réclame 60 millions, Tottenham est intéressé, Al Hilal du côté de l'Arabie Saoudite est intéressé, le Napoli, l'Inter Milan, donc Lille réclame 60 millions, mais aucun club ne veut mettre 60 millions sur David, et à juste titre, je ne pense pas qu'il coûte 60 millions. Maintenant le marché est complètement fou, mais quand tu vois qu'Openda a été vendu à 30 millions, tu te dis que David c'est
dans les 25, les 30, peut-être les 35 si c'est un pigeon de première ligue, mais je pense que 60 c'est quand même surpayé et je ne pense pas qu'un club mettra 60 millions sur Jonathan David, mais en tout cas la volonté c'est de faire du bénéfice parce que forcément si tu l'as acheté à 25 millions, ta volonté c'est pas de le vendre à 30, ta volonté c'est de le vendre à 50, 60 et on peut logiquement comprendre que sur cette affaire-là, les Lillois soient assez durs parce que ça a été quand même un sacré investissement, mais en tout cas voilà, il y a un potentiel départ. Paulo Fonseca a dit qu'il était confiant quant au fait qu'il allait rester, donc pourquoi pas rempiler encore une saison avec David, mais l'année prochaine il lui manquera qu'un an de contrat, donc forcément tu vas devoir un peu plus le brader, surtout s'il fait une mauvaise saison. Donc attention quand même, je pense que le mieux pour Lille ce serait de le vendre cette année, mais de revoir un peu le prix à la baisse, c'est-à-dire accepter 35-40 millions parce qu'il n'y a aucun club qui va mettre plus, parce que Jonathan David, c'est pas le crack non plus de sa génération. Il met toujours sa quinzaine de buts en Ligue 1, mais c'est pas non plus le haut du panier, je pense, en termes de numéro 9 dans le monde actuellement. Ensuite, il y a Zedatka, qui est convoité du côté de la Turquie, qui a reçu une offre de Brest, donc là aussi je pense pas qu'il rentre dans les plans de Paulo Fonseca puisque tu as eu l'arrivée du jeune Thiago Santos et que tu as Bafodé Diakité qui est déjà installé. Il y a la rumeur Alidou Seydou, j'en parlais hier sur l'épisode avec, dans l'épisode avec Clermont où je disais qu'il allait peut-être rester. Finalement, la tendance est plus à un départ et c'est Lille qui serait le favori. Hier, j'évoquais un intérêt de Lyon. Finalement, c'est Lille qui devrait rafler la mise pour le jeune défenseur central ghanéen. Ça peut être vraiment intéressant, une charnière centrale Seydou Umtiti. Vraiment, ça peut être cool, la jeunesse avec un peu plus d'expérience, avec une bonne affaire en plus. Hein, tu vas le piocher à Clermont, donc je pense que ce sera dans les 8-10 millions d'euros et même je pense que ce sera peut-être même plus bas. Donc voilà, je trouve que ça peut être vraiment intéressant de prendre ce genre de profil en Ligue 1 qui est jeune en plus. Il y a Gift Orban, 21 ans, qui évolue du côté de la Gantoise, 25 millions qui sont réclamés par le club belge. Pourquoi pas, il a mis 20 buts en 22 matchs du côté de la Belgique, donc Gift Orban c'est vraiment un gros prospect aussi, attaquant nigérian, voilà, grosse qualité, je pense vraiment qu'il a un peu le même profil que Jonathan David. Lens ou Lille, comme je l'ai dit, il a choisi Lille, donc je pense que Lille maintenant n'a plus qu'à mener les négociations avec le club belge, mais en tout cas c'est 25 millions d'euros qui sont réclamés, donc forcément si tu veux investir les 25 millions, il va falloir d'abord dégraisser et donc vendre Jonathan David. Tant que Jonathan David n'a pas été vendu, je pense qu'ils ne s'activeront pas sur Orban parce que ça ne sert à rien d'empiler deux attaquants comme ça, mais en tout cas le dossier est en stand-by en attendant un potentiel départ de David, et si David part, c'est là que Lille s'activera, mais en tout cas c'est lui la piste numéro 1 du côté du numéro 9. Ignacio Miramon, un jeune milieu de terrain de 20 ans, un Argentin qui évolue du côté de l'Argentine. Là aussi, il y a Lille qui a fait une offre de 6,5 millions d'euros, donc il pourrait être l'une des prochaines attractions du côté du nord de la France, parce que c'est un jeune joueur qui a beaucoup de qualité, qui est un espoir du football argentin, et il y a une offre qui a été soumise, donc je pense que le club argentin devrait l'accepter. Il y a le dossier Bentaleb qui n'a toujours pas été conclu, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette histoire, mais en tout cas pour l'instant, Bentaleb ne s'est toujours pas engagé du côté de Lille. C'est un dossier qui traîne, ça fait très longtemps que j'en entends parler, et pour l'instant ça s'est pas fait, donc ça reste à voir. Et puis il y a un potentiel retour d'André Gomes, mais le problème c'est que ce dernier a un gros salaire, et donc forcément la négociation est un peu dure, parce que tu dois te mettre d'accord sur des pourcentages, parce que tu veux pas prendre tout le salaire en charge, ce qui est compréhensible quand on s'appelle Lille, mais en tout cas le retour d'André Gomes serait vraiment une très bonne chose pour les Lillois. Et puis il y a un autre dossier, c'est le dernier, c'est le dossier de Keita Nakamura, 23 ans, un ailier gauche qui évolue du côté de l'Autriche, du côté du LASK Linz, et qui est un japonais, et qui ne peut pas signer à Lille pour le moment pour un problème d'extra-communautaire. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'en gros, il y a un joueur de Lille qui doit quitter le club si Nakamura veut s'engager du côté du nord de la France. Donc voilà, il va y avoir un problème, c'est qu'il faut qu'un extra-communautaire quitte le club. On a parlé de Jonathan David, on a parlé de Alexandro, le défenseur central, on a parlé de Zegrova. Un de ces trois joueurs-là doit quitter le club si Nakamura veut signer du côté de Lille. Donc forcément, là, il y a un problème qui se pose, c'est que tu peux pas remplir les 4 joueurs en même temps. Il faut que l'un d'eux quitte le club parce qu'il y a une place d'extra-communautaire en trop, et c'est pour ça que le dossier bloque, et surtout que Nakamura t'en a vraiment besoin puisque Jonathan Bamba a quitté le club et que tu es en recherche d'un ailier gauche, donc forcément c'est un dossier compliqué. C'est pour ça que je vous dis que David va peut-être être vendu, parce que déjà tu veux absolument recruter Gift Orban pour l'avenir, parce qu'il a 21 ans, parce que t'as pas envie qu'il aille ailleurs, parce qu'il y a Lens qui est sur le dossier, mais surtout parce que le départ de David libérerait une place d'extra-communautaire qui permettrait à Nakamura de s'engager. Donc là aussi il y a tout un jeu de domino qui va se mettre en place, donc je pense que David va plutôt être poussé vers la sortie et que Lille va être contraint de le brader pour pouvoir engager Nakamura et Gift Orban et faire d'une pierre deux coups.
Maintenant, on va parler du coach. On va parler de Paolo Fonseca. Alors, Paolo Fonseca, arrivé l'été dernier, il a coaché l'AS Roma avant, un jeune coach, 50 ans. Voilà, il a des très bonnes idées de jeu. C'est peut-être le coach de Ligue 1 qui a réussi à imprégner le mieux son équipe de sa philosophie de jeu. Donc, ça a été vraiment très intéressant de suivre Lille cette saison. Et c'est grâce à lui. Il y a eu l'intérêt de l'OM en tout début de mercato lorsque le club phocéen cherchait un coach pour remplacer Igor Tudor. Il voulait y aller. Finalement, le bord de Lillois l'a bloqué. Il a un contrat qui court jusqu'à la saison prochaine, en 2024. Donc, je pense qu'il ne remplira pas la saison prochaine, surtout si la saison vient à mal tourner. Mais même si ça se passe bien, je ne pense pas que Paolo Fonseca continuera à Lille parce que c'est un jeune coach qui est convoité et qui a déjà fait part de son envie de partir dès cette saison du côté de Marseille. Donc je vous dis pas s'il y a un gros club qui vient, je pense qu'il réfléchira même pas. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un coach qui a réussi à insuffler ses idées. Ça a été une très bonne pioche, un très gros coup de la part de Lille parce que c'est quand même un coach qui a été convoité avant son arrivée. Mais en tout cas, c'est très intéressant. J'ai vraiment adoré les idées de jeu qu'il a mis en place, les conférences de presse, le discours qu'il a tenu. Donc voilà, en tout cas, très très bon coach. Et franchement, je pense qu'il a un bel avenir, mais je pense qu'il ne va pas s'éterniser du côté du nord de la France. Maintenant, on va parler du 11 de Lille pour la saison prochaine. Dans les buts, Lucas Chevalier, évidemment, ta valeur sûre, il n'y a pas de rumeur de départ, donc on repart avec lui. Bafodé déjà quitté sur le côté droit, évidemment, il a fait une très bonne saison la saison dernière, ça a été vraiment l'une des principales surprises de Lille, même s'il y a le jeune Thiago Santos qui vient de s'engager, donc là aussi, il faudra essayer d'alterner avec les deux, mais il y a beaucoup de matchs, il y a la Coupe d'Europe, donc je pense que ça va bien tourner. À gauche, Ismaili, vraiment très très bon choix, très bon pari Ismaili, je sais que Paolo Fonseca a un œil sur le marché ukrainien, lui il évoluait du côté du Shakhtar et l'année dernière il a vraiment convaincu. Après tu as le jeune Gudmundsson aussi sur le banc, mais Ismaili je repars avec lui, c'est un latéral très offensif, c'est un latéral qui colle parfaitement aux idées de Paolo Fonseca. En défense centrale, Umtiti, évidemment il va falloir l'installer tout de suite, il faudra voir son état physique, mais je pense que l'installer tout de suite évidemment que c'est la meilleure des idées pour repartir avec une nouvelle défense centrale et préparer la succession de Fonte. Lenny Yoro qui a été vraiment un régal à voir la saison dernière parce que c'est un défenseur central qui a à peine 18 ans, un jeune français qui a été vraiment très intéressant la saison dernière, très mature dans son jeu, très très calme, donc il fait partie de cette génération de jeunes espoirs, hein. J'avais fait une vidéo dessus, j'avais pas parlé de lui mais j'avais parlé de Ben Seguir, de Doué, de Zahir Emery, de Tel, et lui il fait partie de cette génération là aussi de 2005-2006 qui sont vraiment très intéressants et qui constituent l'avenir de la France sur le plan international et qui malheureusement à mon avis ne va pas s'éterniser du côté de Lille parce qu'il a déjà suscité l'intérêt du Real Madrid, donc c'est pour vous dire à quel point ce joueur là a un talent extraordinaire. Au milieu de terrain, Benjamin André, que dire de Benjamin André, la valeur sûre, la tour de contrôle de Lille, la petite garce du milieu de terrain. André Gomes, s'il vient revenir, j'espère qu'il va revenir, mais ça me paraît un peu compliqué. Sinon Bentaleb, j'espère que ce dossier-là va se conclure également. Mais en tout cas, voilà, tu as un bon milieu de terrain. Tu as aussi le jeune Angel Gomes, donc là aussi ça peut être intéressant. Mais pour l'instant, je pars sur Benjamin André. André Gomes s'il revient, sinon je mets Angel Gomes dans un double pivot avec l'expérimenté André. Cabella en 10, je repars avec Cabella parce qu'il a fait une super saison la saison dernière et évidemment qu'il a encore une saison de Ligue 1, voire 2, voire 3 saisons dans les jambes parce que je pense qu'il va encore continuer à animer l'attaque du LOSC l'année prochaine. Haraldsson sur le côté gauche mais un peu en milieu offensif excentré côté gauche, j'ai vraiment envie de le voir directement sur les premières journées parce que je pense aussi que ça va être, comme je l'ai dit, une des principales attractions de Lille sur la saison prochaine et je pense que le lancer tout de suite ce serait vraiment très intéressant pour lui. Adamounas sur le côté droit qui s'est blessé gravement la saison dernière, qui est revenu. Je pense aussi que ce profil technique, etc., tu en as vraiment besoin sur le côté droit. Et puis devant, Jonathan David, si ce dernier vient à partir, Gift Orban, parce que je pense que si David part, Orban sera directement recruté parce qu'il a vraiment manifesté son intérêt de venir. Mais en tout cas, pour l'instant, David n'est pas annoncé sur le départ. Et si David reste, eh bien sur le plan sportif, c'est vraiment une très bonne chose parce que c'est un attaquant qui a toujours ses 10-15 buts en Ligue 1. Donc voilà, le 11 de Lille est vraiment plutôt intéressant. Tu as encore des joueurs qui vont arriver. Paolo Fonseca a parlé de cadre recrue, donc je pense pas que ce 11 là sera ce 11 en septembre ou en octobre. Je pense que ça va vraiment changer parce qu'il y aura des arrivées, il y aura des départs. Par exemple, Jonathan David qui va sûrement partir. Mais en tout cas, pour l'instant, en tout cas en l'état actuel des choses, je mets en place ce 11 là. L'objectif de Lille la saison prochaine, c'est clairement de faire un top 4. Voilà, si possible se qualifier pour la Ligue des Champions, mais en tout cas l'objectif c'est la Ligue Europa, mais vraiment si tu peux viser une deuxième ou une troisième place ça peut être intéressant parce que l'année prochaine les 3 premières places sont qualificatives directement pour la Ligue des Champions quand on sait que Lyon
Lyon est en crise, quand on sait que Monaco est dans une situation plutôt instable, je pense vraiment que Lille peut accrocher une place de deuxième, voire de troisième. Je pense que troisième, quatrième, ce sera vraiment le classement de Lille l'année prochaine. On va se rapprocher un peu d'un classement qu'on avait vu l'année dernière. Je pense que ça va se jouer entre l'OM et le PSG pour la première et la deuxième place. Ensuite, il y aura Rennes et je pense qu'ensuite, il y aura Lille. Et je vois Lens, Lyon, Monaco, Nice un peu derrière. Moi, je pense que Lille peut accrocher une troisième, voire une quatrième place. Ça ne m'étonnerait même pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.